Il est le seul président noir que le Sénat ait connu, Gaston Monnerville, un peu plus de 30 ans après sa mort. Son anniversaire a d'ailleurs été célébré en novembre dernier. La mémoire de cet homme politique guyanais est en train aujourd'hui, peu à peu, d'être remise en lumière. Une conférence a d'ailleurs eu lieu hier à la cour d'appel de Cayenne. Gaston Monnerville, une fierté noire de la République. Conférence donnée par André Benjebar qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Zamit. Merci beaucoup, André Benjebar, d'avoir accepté déjà notre invitation. Vous êtes historien, commissaire également de cette exposition qui a été présentée au Jardin du Luxembourg à Paris et dont on a d'ailleurs parlé sur nos antennes. Exposition, conférence, documentaire aussi que vous avez co-réalisé. Gaston Monnerville, l'homme caricaturé. D'où vous vient cette passion Monnerville, j'ai envie de vous demander, André Benjebar? Alors, c'est une fidélité à la mémoire et à la qualité humaine d'un être. Je l'ai rencontré, comme je l'ai dit hier aussi à la conférence que j'ai donnée à l'université. Je l'ai rencontré, justement, ça va vous plaire, lorsque j'étais jeune producteur. Après l'agrégation, j'ai été jeune producteur France Culture. Et donc nous étions en 1989, vous voyez que ça remonte à longtemps, et je vais l'interroger pour l'abbé Grégoire. Et dès l'instant, cet homme, je le rencontre qu'avec cette puissance, cette évocation et aussi cette chaleur humaine. Je suis un jeune homme, je ne suis rien, et il me reçoit avec toute la dilection et la profondeur et le savoir. Et puis après, ma profession, mes évolutions de carrière fait que je suis responsable d'un chef culturel d'un grand musée à Paris, et on me propose en 1997 de venir faire une conférence ici à Cayenne dans le cadre d'un colloque sur Gaston Monnerville et la résistance. Et là, je commence à connaître l'homme. Et c'est d'autant plus important pour moi qu'en vérité, aucune université, pratiquement aucun dictionnaire, je dirais le dictionnaire, j'ai les consulté, je l'ai même fait remarquer à des hautes autorités académiques, ne parle de Gaston Monnerville. Autrement dit, on a un paradoxe d'un homme qui est un homme d'État d'une envergure considérable, qui est probablement, pour moi évidemment, avec Félix Eboué, ce sont les deux grands phares de notre terre, de ce pays, qu'est la Guyane. Eh bien, ces hommes ne sont pas connus, en tout cas pas très connus, ou pas dire absolument absents de la conscience. Eh bien, c'est quelqu'un comme, je dirais comme ça, quelqu'un qui n'est pas guyanais d'origine, qui trouve en quelque sorte dans Monnerville des raisons, je dirais, d'espérer, de comprendre et de bâtir. C'est un bâtisseur, voilà. Et, vous voyez ce que disait Monnerville, il faudrait que ça soit en quelque sorte notre guide à tous. Il dit, penser c'est facile, agir c'est déjà plus difficile, mais agir en fonction de sa pensée, c'est ce qui est le plus difficile. Autrement dit, mettre en accord, en harmonie sa volonté et son intelligence, voilà le destin des hommes. On reviendra évidemment sur son parcours et sur les valeurs qu'il aura incarnées tout au long de sa vie, mais d'abord j'aimerais qu'on s'arrête puisque on est en compagnie d'une personne qui a rencontré physiquement Gaston Monnerville 89 oui. Donc 2 ans avant sa mort. Il était encore l'homme qu'il fut aux plus grandes heures de sa carrière. Il était un homme d'une vivacité intellectuelle absolument incomparable. Chez lui, il y avait tous les symboles qui comptent, c'est-à-dire un buste de Marianne, quelque chose qui avait trait à la République, et des livres. J'ai lu récemment, avant je ne l'avais pas lu, ça se trouve aux archives du Sénat, 6 volumes, qui sont les notes de lecture de cet homme. Il lisait quoi, Gaston Monnerville? Alors, Monnerville, je pense que je suis un passionné de lecture, je n'arrête pas de lire, mais je serai toujours en quelque sorte un benjamin à côté d'un maître comme Monnerville. Non seulement il lisait constamment, mais il notait tout. C'est-à-dire, imaginez, il commence parce qu'en même temps que ses premières études de droit, c'est quelqu'un qui fait une licence de lettres. Et donc, il va en quelque sorte toujours mêler une connaissance de l'âme humaine par la littérature et une connaissance du droit par les codes. Donc, c'est cette conjonction de la connaissance de ce que nous sommes, je dirais, dans nos passions, nos grandeurs et nos faiblesses, et en même temps dans la maîtrise d'un savoir très précis qu'exige le droit. Eh bien, Monnerville, c'est ça. C'est à la fois un homme d'une précision extraordinaire par le droit, mais vraiment en précision, c'est un très grand juriste, puisqu'il finira, vous savez, ou si nos auditeurs ne savent pas, au Conseil constitutionnel. Donc, et son auteur, et sa thèse qu'il écrit à Toulouse en 1921, donc il est encore un jeune homme, est éblouissante. Autrement dit, je vois un homme d'une rigueur intellectuelle, d'une rigueur académique, comme on dirait maintenant, mais en même temps d'une sensibilité où toutes les facettes de l'âme sont données. Donc il lit tout.
Il lit tout et il note tout. C'est bien que par exemple, j'ai compté le nombre d'ouvrages qu'il a lus lorsqu'il était sur le bateau de guerre le Cuirassé Provence. Eh bien, il lit à peu près 50 livres en quelques mois. Et donc, il lit tout le temps et il note tout. Au-delà de ce qu'on répète régulièrement à propos de Monnerville, 22 ans président du Sénat, premier et seul président noir de cette Assemblée, membre, vous venez de le dire, du Conseil constitutionnel, qui était-il, l'homme, ses valeurs, ses combats? Qu'est-ce qu'on retient de lui aujourd'hui? Alors, je pense que Monnerville, vous voyez, c'est un homme, justement, il sait très bien que ses ancêtres ont été réduits en esclavage. Autrement dit, c'est un hymne à quelque chose qui est extraordinaire, c'est que... c'est une phrase de Victor Hugo qu'on pourrait répéter. « Insensé qui croit que je ne suis pas toi ». Quand un être humain pense que l'autre n'est pas soi-même, on est dans une déchirure. Or, Monnerville, comme il sait qu'il n'est rien, je dirais par la titulature de l'âge, de la généalogie, il n'est que quelqu'un que par deux choses. Par la langue, qu'il maîtrise parfaitement, il considère que la langue française, ça ne veut pas dire qu'il méprise le créole. Il sait très bien, il a accepté le mot de Timomo, il sait le créole, il sait chanter en créole, il connaît les plats créoles. Mais en même temps, il sait que l'universalité, c'est une langue qui permet de communiquer. Donc, ce qui va en quelque sorte constituer la personnalité de Monnerville, c'est aussi une fidélité. Il dit toujours, moi, et il emploie le mot race noire, souvent, moi, race noire, l'ingratitude, c'est un sentiment que je n'ai pas. Donc la gratitude à ceux qui l'ont aidé, à ses instituteurs, à ses parents, à son père en particulier, et à sa mère aussi, à son frère qui va être médecin en Guadeloupe, c'est la gratitude, c'est sa valeur, je dirais être fidèle à soi-même. Être fidèle également, en quelque sorte, aux grands ancêtres. Voilà, vous savez, je le dis ici parce que c'est ici que je l'ai dit. Je suis passé devant le socle où il y avait la statue de Schellcher. Tout est effrité, tout est écaillé dans son piédestal et il y a de grandes taches rouges. Et dans l'exposition, si elle vient ici, vous verrez comment Monnerville respectait Victor Schellcher. Il ne le respectait pas du tout, je dirais, comme une espèce d'incantation vis-à-vis d'un godillot. C'est au contraire de dire qu'un homme comme Victor Schellcher, qui avait toute la richesse, toutes les possibilités, c'était un fils, un anti, passe son temps, sa vie, sa dévotion, son intelligence à dire non, l'esclavage, c'est pas possible. Il reprend, je dirais, Victor Schellcher, la vieille tradition française, qui est très méconnue et qui est jamais dite. Dès 1315, sur le roi Louis X, dit le royaume de France ne porte pas d'esclaves. En France, il n'y a jamais eu d'esclaves sur le territoire national. Eh bien, quand on voit, justement, l'esclavage a toujours été dans les périphéries. Et donc, Victor Schellcher est un homme qui se bat de toutes ses forces avec toutes les, je dirais, les avanies. Mais il y en a un autre. Il y en a un autre qui l'aime énormément, c'est l'abbé Grégoire. Parce que l'abbé Grégoire, encore un religieux, et comme ici on pourrait dire, je pourrais longtemps vous parler évidemment d'Anne-Marie Javoué, eh bien, que voit Monnerville ? Il voit que ses ancêtres sont des éléments de constitution de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut se bâtir lorsqu'on n'a pas en quelque sorte une généalogie, lorsqu'on n'a pas nos pères ou nos grands-pères enterrés, je dirais, dans la proximité du village? Eh bien, la constitution d'une personnalité, c'est de dire je veux être comme Victor Schellcher, je veux être comme l'abbé Grégoire, je veux être comme Anne-Marie Javoué, je veux être comme Clémenceau, je veux être comme Jean Moulin. Gaston Monnerville, personne ne le sait, personne ne le dit, personne ne le proclame. Il est le premier à avoir, en quelque sorte, fait un discours absolument émouvant à Béziers pour Jean Moulin. C'est le premier à s'adresser mieux que Malraux, ou en tout cas aussi bien que Malraux, dès 1952, en parlant de Jean Moulin, qui a préféré mourir que de salir la mémoire des Noirs. Et donc, qu'est-ce que c'est que Gaston Monnerville? C'est quelqu'un qui se bâtit une famille de valeurs par des hommes sur les traces desquelles il marche. C'est absolument superbe et c'est notre espérance. Et c'est cet universalisme-là, André Benjebar, qui le pousse d'ailleurs à faire partie des membres fondateurs de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà, c'est un homme qui a jamais séparé les douleurs. Il a évidemment fondé avec un homme qui s'appelait Bernard Lecache la LICA, la Ligue, je dirais, internationale contre l'antisémitisme et contre le racisme, ça devient le LICRA. Eh bien, c'est un discours absolument pathétique. Dès 1933, au Trocadéro, il recommence d'ailleurs en septembre après sur un autre discours. Il dit à ses frères juifs, je suis comme vous,
je partage votre souffrance. Et donc, le fait de ne pas accepter la souffrance d'une infériorité, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit en quelque sorte raciale, c'est le combat de Monnerville. Nous sommes des frères en citoyenneté. Nous sommes des absolus frères en citoyenneté. Et ce n'est pas la peine d'avancer en quelque sorte nos ancêtres, nos couleurs de peau, la couleur de nos cheveux. Non, la citoyenneté, c'est ce qui fait drapeau pour nous tous. Écoutez, je vais poser la question, André Benjebar, quand on voit son parcours, son brillant parcours tout au long de sa carrière politique, on s'interroge quand même sur la méconnaissance qui entoure aujourd'hui encore sa mémoire. Il a été oublié parce que noir ou pour d'autres raisons, parce qu'il reste dans une grande partie des gaullistes, l'homme qui défia le général de Gaulle quand il a appelé non à voter au référendum sur la réforme du Sénat voulu par de Gaulle. Les raisons sont multiples, cher monsieur Zamit. D'abord, j'ai voulu, je dirais, donner à mon exposition le nom de fierté noire de la République. Oui. Pourquoi le mot fierté ? Parce que vous êtes un jeune homme et que par conséquent, à Paris, on voit des manifestations où les fiertés évidemment de comportement, les fiertés de mœurs sont glorifiées. Or, quel est l'homme qui pourrait en quelque sorte incarner pour moi la fierté noire ? C'est Gaston Monnerville. Il est oublié pour plusieurs raisons. D'abord, il n'a pas d'héritage véritablement politique. Il a été un pilier du Parti radical. Mais le Parti radical, celui de Clémenceau, celui de Jean Zay, celui de Pierre Cotte, de toutes ces grandes figures, évidemment, de Pierre Mendès France, n'existe presque C'est vrai. Plus. Donc l'héritage ne peut pas être pris. La deuxième raison, c'est que, justement, parce que c'est un homme d'un savoir plus que sérieux, c'est-à-dire même, je dirais, d'une précision extrême, il ne peut pas accepter qu'on viole la Constitution. Et la Constitution de la 5e, dans laquelle vous vivez, vous grandissez, vous jeunes hommes et tous ceux qui m'écoutent, eh bien, elle a été en quelque sorte pensée dès 1958 par trois hommes. Enfin, il y avait bien sûr De Gaulle, mais il y avait aussi le Trocker qui était président de l'Assemblée nationale, et il y avait Monnerville qui était président du Sénat. Autrement dit, on peut reprocher à tout ce qu'on veut à Monnerville, sauf une chose, c'est d'ignorer la Constitution. Puisqu'il en est en quelque sorte à l'origine, et qui vote pour la Constitution de 58. Il l'approuve, il appelle même les gens à voter. Mais il dit à condition qu'elle reste dans l'État. Or, que va faire De Gaulle ? Il va faire en 1962 exactement ce que ne voulait pas Monnerville. Il ne voulait pas, Monnerville, qu'il y ait une élection du président de la République au suffrage universel direct. J'entendais bien le mot direct. Parce qu'il savait... Eux, c'était des vrais républicains, des grands républicains, des connaisseurs de l'histoire de France. Chaque fois qu'on a eu des plébiscites dans l'histoire de France, on s'est retrouvé avec Napoléon Ier et on s'est retrouvé avec Napoléon III. Donc il paye en quelque sorte le présidentialisme qui a pris la 5e République. Donc, vous avez 12 candidats. Est-ce que vous entendez parmi les 12 candidats, quel que soit leur bord et leur talent et leur valeur, quelqu'un remettre en cause justement la réforme de 1962 ? Personne. Donc, la deuxième raison essentielle, c'est que sa vision politique, sa vision constitutionnelle de l'État, je dirais de la République, eh bien, n'est pas partagée. Et peut-être la troisième raison, c'est qu'au fond, peut-être la vertu, la conviction, rester soi-même tout au long d'une vie, c'est quelque chose qui est de moins en moins donné à la classe politique. Être fidèle jusqu'à sa mort à ses valeurs. Eh bien, cette espèce d'héroïsme de la valeur, de la conscience, il est peut-être perdu. Et en même temps, la dernière chose, je pense que là, c'est l'histoire qu'il a en quelque sorte balayée, comme nous tous, comme nous pauvres humains que nous sommes. Alors je le disais, il suffirait de se trouver à Kiev, actuellement sous les bombardements, que deviendrons-nous ? Or, l'histoire, elle a balayé Monnerville. Elle l'a à la fois porté et balayé. On se retrouve dans la guerre de 14-18, où il va pas faire ça, la guerre de 14-18, mais je tiens à dire qu'il a fait son service militaire en occupation. Et en 1940, il s'engage dans l'armée. Donc, il a en quelque sorte une continuité de valeurs. Et cette continuité de valeurs, c'est à la fois une qualité pour les hommes et peut-être un défaut pour les politiques. Dernière question, André Benjebar, vous l'avez déjà dit, Monnerville, petit-fils d'esclave né en Guyane, né à Cayenne, rue Madame Paillet. Qu'est-ce qu'il a gardé de la Guyane ? Quels ont été les liens qu'il a entretenus tout au long de sa vie avec son territoire d'origine ? Il n'a jamais renoncé à la Guyane. Sa douleur, ça a été d'être battu aux élections de 1946. Heureusement, par un remords de conscience, les grands électeurs, on appelle ça comme ça, ceux qui votent pour le Sénat, lui ont donné quelques jours après, ou quelques semaines après, je dirais son échec de 46, ils lui ont donné le poste de sénateur. Mais je vous assure que la Guyane, c'était absolument extraordinaire. D'abord, s'il y a départementalisation,
C'est lui il le fait bien sûr avec Aimé Césaire, que je connais très bien aussi, je respecte énormément Aimé Césaire. Mais quel est le juriste qui est capable de faire ça? Donc, il est venu régulièrement ici. Il y a toujours eu des gens qui l'ont aimé. Évidemment, des gens qui ne l'ont pas aimé, puisque la vie politique, c'est de la déchirure. Mais cette fidélité à tout, à la langue, aux habits, à la cuisine, aux amis, à tout ce qu'il avait en quelque sorte porté dans son enfance. Et quand je passe encore une fois, mes chers auditeurs qui m'entendaient, je revois son école, elle est toujours là, son école maternelle. Et le collège, il est toujours là. Il est simplement peint en jaune. Mais tout est là. La place des Palmistes, le palais de justice, tout est là, toute son enfance est là. Et tous les lieux qu'il a aimés. Et donc, je voudrais vraiment qu'on me donne l'occasion d'amener les expositions que j'ai faites à Paris, qu'elles viennent ici, et que, au fond, les jeunes Guyanais, tous redécouvrent un homme qui leur servira à vivre, et à vivre mieux, et à avoir confiance en eux. Que la France, mais aussi la Guyane, n'oublie pas la mémoire de Gaston Monerville. Merci beaucoup André Benjebar d'avoir été avec nous ce matin, on le rappelle, un historien, et donc vous avez donné cette conférence hier. Gaston Monerville, une fierté noire de la République. Merci encore, bonne journée à vous. Merci à vous. Radio Pays.